Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue sur Air ouverte. Il est 9 heures à Vancouver, il est 10 heures à Edmonton et à Whitehorse, il est 11 heures à Winnipeg et à Regina, il est midi à Toronto, Ottawa et Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax, 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et la différence, c'est qu'ici, à la place de la francophonie virtuelle, ben, il est toutes ces heures-là. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça complètement tada. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, comme je mentionnais, on va aborder l'intelligence artificielle. On voit que, ben, c'est notre troisième rendez-vous autour de cette thématique-là, mais on voulait on voulait voir un petit peu plus au niveau des pratiques artistiques, cette fois-là, au niveau de la création, en quoi est-ce que ça consiste, hein? On voit que l'intelligence artificielle se transforme rapidement, puis plus particulièrement dans les arts médiatiques et numériques. Mais au-delà de toutes les belles promesses technologiques, que les gens nous font, que les grands créateurs nous font, ben, je pense qu'il reste plusieurs questions, à couvrir, comme notamment comment est-ce que ces outils peuvent vraiment servir les artistes sans vraiment nous voler tout le plaisir de créer. On veut savoir aussi c'est quoi les limites, que cette nouvelle technologie-là peut apporter, puis comment est-ce que le milieu culturel peut s'approprier toutes ces nouvelles technologies-là, mais de manière éthique. Donc, pour en discuter avec nous aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'accueillir d'abord et avant tout Philippe Pasquier, qui est un chercheur et également directeur, ben, c'est un artiste également. Il y a plusieurs chapeaux, disons-le. Il est aussi directeur du Meta Creation Lab for Creative AI. Puis, il va venir nous présenter aujourd'hui les constats d'un nouveau rapport sur l'intelligence artificielle créative. Il va nous parler des impacts sur les pratiques artistiques, bon, que ce soit par rapport à la musique, aux arts visuels, en passant par la scène, l'animation, donc à travers plein d'exemples concrets là, qui ont été développés à son laboratoire. Puis, nous poursuivrons le deuxième volet de l'entrevue aujourd'hui avec une conversation entre Marc-Olivier Ducharme et de la Sporobol et Marek Blotia de la SAT, Société des arts technologiques, qui vont nous présenter, eux, le projet Art AI, Art IA, pardon, on est en français, qui est une initiative visant à développer une approche plus critique et collaborative sur l'intelligence artificielle au service de la création. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu plus le pedigree de Philippe Pasquier, qui est un chercheur scientifique, artiste multimédia, pluridisciplinaire, éducateur et bâtisseur de communautés, qui dirige le Meta Creation Lab for Creative AI, comme je vous mentionnais tout à l'heure, qui est à l'École des arts technologiques interactifs de l'Université Simon Fraser à Vancouver. En tant que professeur, il mène des recherches axées sur des systèmes génératifs, dont l'intelligence artificielle appliquée aux tâches créatives, puis des systèmes co-créatifs. Dans le fond, les travaux artistiques du Meta Creation Lab ont été présentés à travers le monde. Donc, c'est quand même très gros, notamment à Ars Electronica, Mutech, IS et ben, EA, au centre Pompidou, à plusieurs autres places en fait. Donc, Philippe a coécrit plus de 200 articles également qui ont été évalués par ses pairs, puis il a remporté de cette façon-là 8 prix sur les meilleurs articles. Donc, à travers tout ça, il trouve le temps d'enseigner sur un MOOC populaire, donc sur l'art génératif puis la créativité. Euh, donc voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup à son actif et il va avoir beaucoup de contenu à nous partager aujourd'hui. Donc, je vais arrêter de parler, puis je vais lui passer la parole. Philippe, ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon, je vais vous dire, appuyez sur le F, là, un petit peu plus chaleureusement, s'il vous plaît. Multiples reprises. All right. Ah, Oh, voilà. c'est la folie complètement tada. Voilà. Merci Jessie et merci aux organisateurs aujourd'hui pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran et commencer cette présentation de manière à essayer d'introduire ce qui vient après. Marek et Marc-Olivier vont parler du rapport
du rapport AIA. Et je vais te donner quelques pistes en introduction. Ce dont je voulais vraiment discuter aujourd'hui, étant donné que on vit dans une époque où l'IA suscite une polarisation. Il y a ceux qui sont très excités et euh, euh, qui l'embrassent à fond, et puis il y a ceux qui ont peur. Et peut-être à raison. Je pense qu'il y a du bon dans les deux côtés. Et moi, j'aimerais amener un petit peu de nuance et de subtilité, parce qu'évidemment, la réalité est un peu moins noir et blanc. Je m'excuse parce que mes slides sont en anglais, mais je vais vous parler en français aujourd'hui. Et donc, je voulais commencer par dire tout simplement qu'en intelligence artificielle, comme partout ailleurs, il y a de la diversité. Et que la machine de propagande, ou en tout cas de marketing, des compagnies privées, pour la plupart californiennes, qui nous vendent et qui communiquent l'IA et qui sont reliées de manière intense par nos médias. C'est juste une toute petite partie de cette diversité-là qui est vraiment visible à tous. Et donc, il y a vraiment un travail d'éducation à faire dans les milieux artistiques comme dans tous les autres milieux sur cette notion de diversité, diversité d'usage de l'intelligence artificielle, diversité évidemment des tâches qu'on peut aborder avec l'intelligence artificielle. Et on va vivre dans un monde où l'intelligence artificielle est déjà partout, dans nos téléphones et dans tous les systèmes que l'on utilise. Et on peut utiliser un tout petit peu d'IA pour corriger l'orthographe ou pour faire le mastering d'une track, tout comme on peut utiliser de l'IA pour générer du contenu à 100% synthétique. Et tout ce qui est entre ces deux extrêmes-là. Il y a aussi une diversité socio-éthicale. Il y a différents types d'IA, et avec le mouvement des communs de l'IA, et ce dont Marek et nos collègues de Sporobol vont parler juste après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même aura en termes de communication, mais il y a une IA open source contre une IA commerciale, et donc il y a aussi là une diversité. Et il y a des diversités dans les types d'algorithmes. Et ce qui fonctionne à l'heure actuelle, ce sont les gros modèles, big data, avec des gros réseaux de neurones. Mais il y a tout un tas, moi quand j'enseigne l'intelligence artificielle, on a 12 familles de types d'algorithmes qui fonctionnent très très bien, qui existaient avant les réseaux de neurones et qui continuent à fonctionner très très bien. Et donc, il ne faut pas oublier cette diversité-là. Il y a un travail d'éducation, je pense, à faire, et probablement, il faudrait des structures. Alors, je vais parler de deux choses dans les 15 prochaines minutes. Ça va être l'idée de créativité assistée par ordinateur, qui n'est pas vraiment une idée nouvelle. Et la plupart des tâches créatives sont maintenant médiatisées par les ordinateurs. Mais là, on a eu une avalanche de nouveaux systèmes qui sont basés sur cette idée que on ne crée plus le contenu, on demande à la machine de créer le contenu et on navigue dans un gros modèle comme ça à l'aide de prompts textuels pour la plupart, pour générer des images, des sons, des textes, etc. Et donc ça change vraiment la place du créateur dans quelqu'un qui est un faiseur de contenu vers quelqu'un qui est plus un curateur, un commissionnaire, et qui utilise la machine comme une petite armée de créateurs, et qui va essayer de générer du contenu. Alors ça, c'est une idée qui est vraiment arrivée depuis 2020, 2022 avec ChatGPT. Mais en réalité, en recherche, nous, comme d'habitude dans les laboratoires, on était un peu 10 ans en avance, et nous, on faisait des systèmes de prompt en 2012, en l'occurrence, ici avec Audio Métaphore, où on peut demander au système, ah, bah, j'ai une vidéo, je veux faire le son pour le background, je veux le son d'enfants qui jouent dans un parc, et je peux donner un arc émotionnel. Peut-être ça commence et c'est joyeux, et ça finit et c'est triste et macabre. Et puis le système va trouver les sons, couper les sons, les classer en background et en foreground, et donner une timeline. Et si j'aime pas ça, ben, je fais une autre requête et je change ma requête jusqu'à ce que je sois satisfait. Pas forcément totalement satisfait, mais là je télécharge la timeline dans mon logiciel audio préféré, et puis je peux raffiner ça. Et notre idée, c'était d'automatiser la partie la plus difficile de la tâche créative, qui était de naviguer des millions de sons sur notre disque dur, et d'essayer de trouver les bons sons pour cette scène-là. Et ça, c'est une tâche qui peut prendre des heures, des jours. Et là, la partie la plus intéressante, c'était plutôt de faire le mix, et donc on laissait ça aux humains. Par exemple, si je demande Waterfall in Thailand, je vais peut-être avoir quelque chose comme ça.
Voilà. Et donc, à l'époque, c'était tout nouveau, mais maintenant, tout le monde est un peu habitué à ces idées-là. Et quand on donne ces outils-là aux artistes, ils se les approprient et éventuellement, ils ont des usages qu'on n'avait pas anticipés et c'est très, très bien comme ça. Donc, ça, c'est l'idée de créativité assistée par ordinateur. Nous, au Meta Creation Lab, on s'occupe aussi à évaluer ces systèmes-là. Et la promesse des systèmes génératifs comme ça, c'est de baisser le niveau d'entrée pour les débutants, de faire que ces systèmes soient vraiment accessibles. Et en effet, tout le monde peut maintenant générer des images, du son, de la musique avec ces systèmes-là. Et on le prouve en laboratoire que pour les débutants, ça les rend plus rapides et ça leur donne des meilleurs résultats. Mais, et c'est un important mais, on se rend compte aussi, et c'est surtout vrai pour les débutants et un peu moins pour les professionnels, qu'on a l'impression que quand on demande aux gens si c'est leur travail qui sort de ces machines-là et s'ils ont le sens d'être auteurs du travail qui sort, alors on se rend compte que dans la plupart des cas, ça n'est pas le cas. Et tout le monde ici dans la salle a sûrement prompté pour générer des images. Et je parie que si on faisait un vote à main levée, la plupart d'entre vous seraient d'accord pour dire que ces images-là, vous n'en êtes pas vraiment auteur. Et alors, est-ce que c'est une collaboration avec la machine? Est-ce que c'est de la co-création? Ou est-ce que c'est juste que j'ai dirigé cette machine vers un contenu qui est intéressant, mais qui n'est pas mon contenu? Alors, si on perd la fonction auteur, c'est un problème avec ces systèmes de prompt. Il y a d'autres problèmes avec les systèmes de prompt, c'est que de manière légale, prompting, faire un prompt textuel, ça ne donne pas le droit du copyright sur ce qui sort du système, ce qui est vraiment un problème pour la création. Et qui plus est, il y a le problème du dernier mile, comme on l'appelle, qu'avec le prompt, on arrive à aller des fois prototyper quelque chose qui est proche de ce qu'on désire, mais on n'arrive jamais vraiment à représenter l'esthétique précise qu'on cherche à avoir. Et il y a même des recherches qui prouvent que le prompting, c'est pas fantastique. Et donc, au laboratoire, nous, on s'est intéressé à proposer des solutions alternatives au prompting, à la text box, avec des systèmes de composition assistés par ordinateur, comme notre système Calliope, où au lieu d'utiliser un prompt textuel, on utilise la musique, en général la musique du créateur lui-même, comme élément de départ, et on peut demander au système de faire des variations, d'ajouter des tracks, de changer des contenus, etc. etc. Ici, par exemple, on démarre avec du Mozart, qui est dans le domaine public, et donc il n'y a pas de problème, on se sent... et puis on génère une variation qui va sonner comme du Mozart, mais qui va être neuve. Et puis peut-être on va pouvoir augmenter cette variation ici en ajoutant des tracks d'instruments que Mozart aurait pu ajouter, et puis des tracks d'instruments qui n'existaient pas quand Mozart était vivant. Et éventuellement, comme ça, à moindre effort, on va pouvoir naviguer vers des contenus qui nous sont propres, parce qu'on peut commencer avec sa propre musique, et qui nous permettent de générer des contenus originaux sur la base sur une base de départ qui est originale. Donc ça, c'est une façon d'aller autour des prompts. Ce système est en ligne et il est gratuit, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. On travaille avec l'industrie aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Et là, dans le domaine du jeu vidéo, on travaille, on a même des subventions avec Audio Kinetics qui est basé à Montréal et qui fait Wise pour les jeux vidéo. Et puis on travaille avec Steinberg et d'autres dans ce domaine-là, des compagnies synthétiseurs. Le deuxième problème, qui est peut-être plus important, qui vient avec cette vague d'intelligence artificielle qui semble tout emporter avec elle, c'est le problème du big data. C'est le problème de ces modèles entraînés sur des billions de photographies ou d'éléments, en général scrappés sur Internet et en général sans le consentement des auteurs de ces contenus-là. Alors, il y a des solutions comme ça, il y a des compagnies qui essayent de licencier ces contenus. Et Adobe, par exemple, fait ça, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et en général, il y a vraiment un pushback de la communauté artistique, pas tant des artistes eux-mêmes qui sont mécontents, mais qui ne vont pas aller en justice parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais des gens qui représentent les artistes, des stakeholders comme Sony, Universal, qui attaquent des compagnies de génération de musique à base de prompts. Et donc, la solution au big data, c'est éventuellement que ces compagnies-là le fassent de manière plus clean, mais en général, elles n'en ont pas les moyens parce que si elles devaient payer pour ces masses de data-là, ça coûterait des vraies fortunes. Alors, nous, on propose une alternative. Et l'alternative qu'on propose au Meta Creation Lab, c'est l'alternative des petites données et du modèle crafting. Et donc,
de l'artisanat des modèles. Parce qu'en fait, quand on parle aux artistes, et surtout ceux qui ne sont pas geeks, qui ne savent pas programmer en Python, en PyTorch, on se rend compte qu'eux, ils ne veulent pas utiliser les artistes des modèles, des gros modèles entraînés sur les données de tous les autres. Ils veulent pas juste naviguer des modèles qui existent par le prompting ou autre. Ils veulent pouvoir adapter des modèles et potentiellement entraîner leur propre modèle. Et ils n'ont pas de big data, alors du coup, ils veulent pouvoir entraîner des modèles sur leurs datasets qui sont de petits datasets. Les artistes, ils font pas trop confiance à tout ce qui se passe sur le cloud parce qu'ils savent très bien que toutes les compagnies qui nous vendent ces solutions-là, l'étape numéro un, c'est de prendre tes données. Donc, tout ça se passe en ligne. Tu peux jamais installer le logiciel en local et te couper de l'Internet. Donc, ils veulent que ces systèmes-là puissent se passer sans donner les données au cloud. Nous, on travaille avec des communautés indigènes en Colombie-Britannique. Ils ne font pas confiance aux gens du cloud. Et justement, on a des revendications pour que le Canada puisse peut-être donner du storage qui serait souverain pour les artistes et les organisations artistiques. Les artistes, ils ne veulent pas apprendre PyTorch au Python. Si on est photographe, peintre ou graphiste, on n'a pas forcément envie de devenir informatique. Et donc, on veut des systèmes avec des interfaces graphiques qui fonctionnent en temps réel, avec de la manipulation directe pour qu'on ait une approche tactile du travail. Et éventuellement, on veut que ce logiciel-là soit free si c'est possible et open source, de sorte que quelqu'un qui sait programmer peut vérifier que les logiciels font ce qu'ils disent qu'ils font et rien d'autre. Alors, quand on cherche pour un logiciel qui répond à ce cahier des charges, eh ben, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et donc on en a fait un qui s'appelle Autolume, qui est un synthétiseur visuel qui permet en effet d'entraîner ses propres modèles avec ses propres données. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a des workshops et plein de documentation en ligne. Mais l'idée, c'est de donner les modes de production aux artistes avec cette idée que si on peut entraîner son propre modèle avec ses propres données, là, du coup, c'est sûr que les œuvres d'art, s'il y en a qui sortent de ce modèle-là et qu'on exploite, et ben, ce sont les nôtres. Parce que la transformation d'une œuvre d'art, en termes légaux, ça donne une œuvre d'art. Et donc, on garde le copyright de cette façon-là de manière assez évidente. Et en termes de manipulation directe, ce système-là peut aussi être manipulé avec des contrôleurs, comme on le voit ici, et avoir vraiment une relation directe avec ces modèles-là, ce qui est important pour les artistes qui n'ont pas d'intuition a priori technique. Et donc, on travaille avec Autolium, avec de nombreux artistes qui utilisent leurs données pour entraîner leur modèle et qui génèrent des œuvres d'art visuelles statiques ou en mouvement avec ces modèles-là. La dernière chose que je dirais sur ce côté du big data, c'est qu'on nous fait croire en plus que ces big data, ces gros modèles-là sont capables de tout et que des gros modèles d'images peuvent générer toutes les images et que donc il n'y a pas vraiment besoin d'autres outils puisqu'ils peuvent tout faire. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas et que ces modèles-là, ils sont biaisés et qu'ils capturent juste une esthétique un peu normalisée, occidentale, très West Coast américaine et qu'en fait, si on fait par exemple ici de la calligraphie arabe avec Dali, eh ben, il va inventer les caractères arabes, ce qui est assez insultant pour les gens de cette culture-là. Et ça, c'est dû au fait que ces données-là, c'est dans le long tail de la data distribution. En gros, il n'y en a pas assez pour que le modèle apprenne bien. Et en plus, dans ces données-là qui est en ligne, il y a déjà ce biais-là, puisque les peintres blancs, pour des publics blancs au 19e siècle, fakaient les caractères arabes, eux aussi. Et en gros, ce que je dis ici, c'est que si on veut faire de la calligraphie générative, on n'a pas le choix. Il faut entraîner son propre modèle. Et ça, c'est vrai pour la plupart des cultures sur Terre, pour 99% des cultures. Avec Autolium, comme il marche en temps réel, on peut aussi faire des performances, des installations, etc. Donc, on donne des workshops et on a de plus en plus de demandes du Pakistan, de Thaïlande, de plein d'endroits dans le monde où les gens font, bah oui, ces modèles d'intelligence artificielle-là, nous, les gros modèles, ils ne nous correspondent pas du tout, on ne peut rien faire avec eux, on doit entraîner nos propres modèles. Donc voilà, pour conclure, je dirais que cette idée de model crafting et de small data, ça vient un peu à la rescue et ça résout pas mal des problèmes des gros
des gros données. Donc, j'ai fait une liste ici. Ça permet aussi de comprendre et de développer une intuition autour de l'intelligence artificielle. Et en général, avec Autolium, le premier modèle qu'on entraîne, c'est pas forcément le meilleur, mais on peut revenir au dataset, enlever ces données-là, en ajouter d'autres. Et donc, cette idée de crafting du modèle de manière itérative est assez importante pour vraiment développer ça comme une pratique artistique. Ça permet aussi de résoudre ces problèmes de biais en donnant des données qui sont vraiment spécifiques à une esthétique, à une culture, et qui vont rester vraies à cette culture et esthétique, et éviter de cette façon une homogénéisation esthétique qu'on observe à l'heure actuelle. On pense donc que ça donne plus d'authenticité, plus de fonctions auteur aux artistes, et que cette idée de prompting textuel n'est pas suffisante. Il y a d'autres problèmes que ça permet de résoudre aussi, puisque, évidemment, les petits modèles sont moins chers au niveau environnemental, moins coûteux et moins destructeurs que les gros modèles. Il n'y a pas besoin de centre de data center pour ces modèles-là. Donc voilà. Pour conclure, moi, je suis inquiet comme beaucoup par cette technodominance californienne à l'heure actuelle, mais je pense qu'on doit revenir à une idée d'instrumentalisme anthropocentrique, puisque ce sont juste des outils puissants, mais qu'on peut développer ces outils de manière éthique et correcte, et qu'ils peuvent être puissants d'une manière intéressante, et qu'on peut utiliser le pouvoir de ces machines pour étendre, supporter la créativité humaine, plutôt que pour d'essayer de nous vendre un dialogue qui consiste à dire qu'on va remplacer les gens par des machines, ce qui semble être une très mauvaise idée, et j'ai l'impression que les gens vont pas être d'accord. Voilà, je veux remercier mes étudiants et mes collègues pour tous ces travaux-là. Si vous êtes intéressés à en apprendre plus, il y a des cours gratuits. Je serais content d'envoyer des liens aux gens qui le désirent sur Cadenza, qui est un MOOC qui enseigne l'art et la créativité, au temps où la plupart des MOOC et des grandes plateformes en ligne enseignent le business et l'ingénierie. C'est important de riposter avec des contenus culturels. Et si vous êtes intéressé, je donne aussi des cours en ligne à SFU qui sont ouverts à tous à l'heure actuelle, et qui sont en ligne, et donc qu'on peut prendre à distance. Voilà, et je veux remercier nos subventionneurs, et vous remercier pour votre attention aussi, et j'espère que ça va provoquer quelques questions et discussions. Ah, c'est très intéressant puis très inspirant de voir en fait tout ce qui est fait. Merci pour cette belle présentation. Je sens que c'est Merci. grandement apprécié de la part du public, en fait, parce que c'est en effet des inquiétudes qu'il y a énormément par rapport au domaine créatif et artistique. Avant de poursuivre pour le deuxième volet de la présentation d'aujourd'hui, je me demandais, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions à Philippe par rapport à sa présentation? Si oui, n'hésitez pas à déplacer votre avatar sur le tapis rose, venez nous rejoindre ou nous poser des questions dans le chat. Il y a Anne qui se sent brave et qui se déplace. Bonjour Anne. Bonjour, c'est ça. Je voulais juste pas laisser l'impression que le contenu qu'on vient d'avoir était inintéressant. Au contraire, en tout cas, moi j'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de small data, de modèles qui peuvent être autonomes, qui peuvent être plus dans l'optique de l'artisanat et vraiment contrôlés par des artistes. C'est comme une bouffée d'air frais, là, parce que jusqu'ici, ce qui se propose sur le marché et le discours qui est tenu aussi, où on nous impose un paquet d'outils avec l'intelligence générative, et vraiment, il faut courir, genre faire 5, 6 clics avant de pouvoir s'en débarrasser, puis quand c'est possible. Donc, c'est tout un contraste. Merci. Et je suis très curieuse d'aller voir effectivement ce que vous avez comme cours. En tout cas, je voulais au moins exprimer le fait que j'ai enfin l'impression qu'il y a peut-être moyen de reprendre le contrôle sur cette technologie qui a vraiment un potentiel, mais qui jusqu'à présent, moi, m'a donné l'impression d'être simplement là pour faire lessiver la création artistique pour faire de l'argent. Voilà. Merci. Merci pour le commentaire. Oui, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, c'est beau.
Super. Ben, je viens de vous déposer dans le chat, en fait, les liens si justement vous voulez suivre, là, allez voir le Meta Creation Lab, si vous voulez suivre les travaux ou même prendre contact avec Philippe sur LinkedIn. Moi, de mon côté, je me demandais, j'avais une petite question pour toi. Je me demandais par rapport justement, tu sais, l'enseignement, qu'est-ce qu'on enseigne aux artistes, justement? Est-ce que de plus en plus, on va commencer à les sensibiliser, justement, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que, justement, les formations aujourd'hui des artistes, comment est-ce que ça vient changer, j'imagine, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une évolution? Et oui, il y a une vraie problématique là au terme de l'enseignement. En fait, c'est un peu comme l'arrivée de la calculette. On a l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, tout disparaît, mais en termes d'enseignement, il va falloir enseigner sans l'intelligence artificielle et avec l'intelligence artificielle parce que l'industrie le demande. Et la vraie question, c'est quelle intelligence artificielle, comment et pour qui. Et là, comme pour l'informatisation de la société, avec l'intelligence artificielle, on n'a pas eu un moment de débat démocratique a priori avant que ça nous arrive. Et donc, on a tous l'impression que ça nous tombe dessus et que personne n'a vraiment décidé. Donc, le discours, c'est on va remplacer tout le monde par des machines. Et tout le monde, il n'est pas d'accord. Et donc, moi, je trouve que dans les classes, on a déjà cette polarisation. Moi, j'ai plein d'étudiants qui veulent juste pas entendre parler d'intelligence artificielle et pas l'utiliser du tout. Ce qui, je pense, n'est pas la bonne attitude. Parce qu'en réalité, il va falloir... que la société a été informatisée, la création a été informatisée aussi. La plupart des domaines de création, on utilise l'ordinateur. L'interface qu'on a maintenant, c'est des boutons avec les lettres de l'alphabet dessus et une souris. Voilà quoi. Nous, on appelle ça la Click Factory sur la côte ouest. C'est des centaines de créateurs qui cliquent sur des boutons, les mêmes boutons, dans le même ordre tous les jours, pendant 8 heures par jour. Je ne suis pas sûr que ce soit une super victoire. Donc, si on peut, avec l'intelligence artificielle, faire des interfaces de plus haut niveau, potentiellement parler à la machine, avoir la machine qui travaille un peu plus pour nous et nous travailler un peu moins. Moi, c'était mon impetus pour démarrer la recherche en intelligence artificielle. Ça, c'est bien. Mais bon, quelle intelligence artificielle, à quel prix, gouvernée par qui? Voilà, moi, je suis vraiment pour, je suis socialiste, de tendance socialiste, et je suis pour que ce soit une intelligence artificielle et des outils qui soient publics et qui soient des infrastructures publiques. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de ces débats qui nous ont manqué dans le passé. Et maintenant qu'il y a cette proposition californienne qui vraiment est intrusive, on en revient au débat à essayer de décider, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que les artistes veulent, quel serait le cahier des charges des intelligences artificielles que les artistes voudraient utiliser. Et donc, avec les étudiants, je pense avoir ces discussions-là et leur ouvrir les yeux sur cette diversité dont je parlais. C'est un peu la voie que je propose. Et d'ailleurs, on trouve avec Autolium, ça pourrait s'enseigner aux enfants de 12 ans, que c'est fantastique. On demande aux participants des workshops d'amener leurs propres données, ils entraînent leur propre modèle, et donc en fait, ils font en modèle réduit la pipeline entière de la création d'intelligence artificielle comme ces grosses compagnies, et ils se rendent compte un peu de tous les enjeux, quelles données, d'où viennent les données, quel est le statut des données, quel modèle, quel type de modèle et comment j'utilise ce modèle. Et tous les enjeux éthiques et sociaux deviennent plus faciles à discuter quand on a cette proximité à partir du sujet. Et ça n'a pas besoin d'être technique et compliqué. On n'a pas besoin de tous devenir informaticiens. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pédagogique, Jessie. Et merci pour la question. Ben, merci pour de nous avoir répondu. Je crois qu'il y a une autre question de la part de Valérie. Valérie, il faut juste ouvrir votre micro en bas. Je crois qu'on... Oh, peut-être qu'il n'y a pas de question. Bon. Pas de problème. Je ne sais pas si c'était une erreur sur le tapis. De toute façon, on va devoir poursuivre si on veut garder suffisamment de temps pour nos deux autres invités parce que notre programmation n'est pas terminée encore. Donc, on va continuer avec Marc-Olivier Ducharme, qui est directeur de l'innovation des alliances et des futurs à Sporobol. Marc-Olivier est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et développe des projets à l'intersection de l'art, de la science et de la technologie, avec un intérêt plus particulier pour les formes de gouvernance distribuée, l'intelligence artificielle, les indicateurs culturels alternatifs et les infrastructures technologiques critiques au service des milieux artistiques. Donc, son approche est profondément marquée par une attache à la nature, à l'art-science, à la richesse des rencontres fortuites. Puis, il œuvre aujourd'hui au développement d'outils, puis de modèles collaboratifs aussi qui favorisent la souveraineté numérique, l'éthique organisationnelle et l'innovation, tant à l'échelle locale qu'internationale.
La présentation va être également en collaboration là, aujourd'hui avec Marek Blotière, qui est diplômé d'une maîtrise en études culturelles et numériques à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Pendant ces années, il est devenu chercheur pour le projet Shaping AI, où il s'intéresse à l'écosystème médiatique canadien et à la façon dont il façonne la politique culturelle de l'intelligence artificielle. En 2023, il a rejoint l'équipe de l'innovation de la Société des arts technologiques à la SAT en tant que chargé de projet, puis formateur aussi là, sur les arts et l'IA. Puis depuis, il s'implique dans différents projets de recherche autour de l'immersion collective, l'interactivité et la spécialisation sonore. Donc, j'ai l'impression que vous allez pouvoir nous parler d'un beau projet aujourd'hui. Je sais que vous avez collaboré, en fait, vos deux organismes ont collaboré sur un projet qui s'appelle l'art IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail aujourd'hui en quoi consiste ce projet-là, puis quels ont été vos objectifs, en fait, pour le milieu, pour notre secteur, là, tant au niveau des artistes que le secteur culturel, en gros. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour l'invitation. Salut Marek. Salut Marco. Bonjour tout le monde. Vous pouvez les applaudir. J'ai vraiment l'impression d'être sur scène. J'adore. Oui, vous pouvez les applaudir pour vraiment leur donner la Quand même intimidant. C'est très intimidant, j'adore. Tant qu'à être sur scène, ça prend l'accueil complètement tada, quoi. Est-ce qu'on a notre présentation visuelle? Ouais, je peux partager ça. J'arrive. Partage ça, Marek. Aujourd'hui, je suis content d'être là avec Marek parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble, presque un peu plus que ça, qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. Aria, qui est, comme vous allez voir, un projet quand même assez important qui a eu lieu principalement au Québec lors des 2 dernières années maintenant, qui visait à mieux comprendre l'impact de l'IA sur la création numérique chez les artistes et aussi dans les organisations culturelles. Donc, autant, qu'est-ce qui se passe dans un centre d'artistes, dans toutes sortes d'environnements où la culture est au cœur de la mission de l'organisation, tout comme chez les artistes. Donc, c'était un peu l'objectif de ce projet. Je pense qu'on peut passer par-dessus celle-là parce que c'est ça qui est l'avantage de passer après Philippe, hein, c'est qu'on nous explique clairement les choses et on peut skipper une coupe de... Le prof est déjà passé par là. Voilà. L'idée de Aria, c'est que Sporobol, qui est un centre d'artistes situé à Sherbrooke, travaillait depuis à peu près 1 an à accompagner certains artistes dans leur création assistée par IA. Donc, la manière dont ça fonctionne à Sporobol, c'est que des artistes sont venus nous voir pour nous demander de l'aide. Avec des projets d'IA. Donc, on s'est mis les mains et les pieds et une grosse partie de nos corps là-dedans. Puis, on s'est rendu compte que ça devenait vraiment un sujet de plus en plus important. Puis ça, c'est avant l'arrivée en fait, ça correspond à peu près avec l'arrivée de DALL-E, qui était le générateur d'images de OpenAI il y a quelques années. Et puis, on a décidé de lancer Chantier IA, qui était, dans le fond, une série de résidences artistiques. L'idée, c'est d'avoir une 50aine de semaines de résidence sur 2 ans avec à peu près 60 artistes pour pouvoir comprendre l'impact de l'IA. On ficelait ce projet-là de notre côté, puis on s'est rendu compte que les gens à la SAT, parce qu'on avait fait la rencontre de Pia Balthazar, qui a travaillé à la SAT comme directrice de... C'était pas l'innovation, excuse-moi, de la recherche. On avait rencontré Pia et puis on se rendait compte qu'il y avait vraiment une convergence de leurs projets de recherche avec les nôtres. Et puis, on a parlé avec un autre organisme, Projet Collectif, qui, lui, travaille en vulgarisation, mais aussi en transfert des savoirs ouverts. Donc, comment est-ce que les savoirs ouverts peuvent être non seulement documentés, mais transférés à la population. Donc, on avait cette espèce de triangle organisationnel-là, 3 organisations qui travaillaient sur des sujets similaires et qui avaient envie de travailler ensemble dans la même structure de recherche, si on peut appeler ça comme ça. Et on a donc fondé ARIA et on est allé chercher une subvention du ministère de la Culture, du Conseil des arts et des lettres du Québec plutôt,
pour effectuer une recherche sur 18 mois. Donc, on avait demandé dans le fond, on est toujours très ambitieux, là, fait qu'on avait demandé beaucoup d'argent sur beaucoup d'années, puis ils nous ont dit, ben calmez-vous un peu, puis essayez de faire quelque chose d'intéressant, puis de pertinent, avec la moitié du budget, puis avec la moitié du temps. Ce qui faisait du sens parce que ça a été quand même un des projets les plus significatifs là, de recherche au niveau de l'IA culturelle dans la dernière année au Canada. Donc, on a réussi à faire ce que vous voyez à l'écran. Dans le fond, on a réussi à faire la phase 1, toute la phase de préfiguration. Puis aujourd'hui, on serait rendu à une phase d'implantation si des fonds pouvaient exister, mais les fonds n'existent pas. Donc, Chantier IA, ben, c'est un des volets de ARIA. Chantier IA, je vous l'ai dit, c'était une 50aine de semaines qui s'est étendue finalement à 100 quelques semaines de résidence sur plus de 2 ans. On en est maintenant à la fin, là, à Sportball. Les derniers artistes vont passer en résidence dans quelques semaines d'ailleurs. Puis l'idée, c'était vraiment de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change. L'IA générative, spécifiquement dans les pratiques artistiques, autant pour des illustrateurs que des poètes, que des danseurs, que des artistes visuels, des gens en cinéma indépendant, etc. Donc, on est allé vraiment à travers les disciplines artistiques pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Les artistes étaient accompagnés par 2 technologues et par un chercheur en résidence, Yann Saint-Onge, qui lui faisait dans le fond, la collecte de données sur les impressions, les sentiments, comment les gens se sentaient par rapport à l'IA. Et puis, on a colligé, dans le fond, tout ça dans une série de textes qui ont été publiés, que vous pouvez trouver sur le site de Sportball. Série de textes qui ont été publiés par Yann et qui sont aussi condensés dans le rapport final de ARIA. Donc, le chantier IA, ben, ça l'a révélé énormément de choses auxquelles Philippe a fait mentionné plus tôt, là, dont le fait que les artistes se sentent, avec l'IA générative, surtout en art visuel, beaucoup plus comme des curateurs que comme des producteurs d'œuvres d'art lorsqu'ils utilisent des outils commerciaux. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, ont utilisé là, des outils commerciaux et beaucoup d'artistes ont utilisé des outils open source sur nos propres ordinateurs, sur nos propres infrastructures technologiques. Ce qui a permis de voir, de comparer, dans le fond, la différence entre des outils qui nous viennent de la Silicon Valley et des outils qu'on peut steerer nous-mêmes, qu'on peut mieux contrôler, qui sont basés, soit dit en passant, aussi sur des œuvres qui ont été volées. Donc, c'est un peu l'essence, pour vous dire, de Chantier IA. Vous pouvez trouver sur le site de Sportball à la fois la documentation et les articles. Et je vais parler maintenant pour projet collectif. Donc, l'autre volet, c'était la documentation des savoirs dans des organisations culturelles. Donc, comment est-ce qu'on peut collecter plus d'informations? Et on le fait à travers l'implantation d'un chatbot. Donc, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on peut collecter plus d'informations, la traiter et après ça, pouvoir la valoriser. Donc, ce volet-là était quand même un volet important. On a été accompagné pendant les 2 ans par projet collectif dans la documentation de nos propres projets, autant du volet de la SAT que le volet de Sportball. Et puis, en même temps, on développait des outils technologiques pour faciliter la documentation. Donc, on voit ici là, un screenshot du bot qui s'appelait DocBot, qui nous permettait de faire un journaling, là, donc vraiment une écriture quotidienne de la part des artistes, pour vraiment avoir tiré l'essence du jus. Et vous pouvez trouver sur la base de données Praxis, qui est une base de données d'information ouverte, le contenu en anglais et en français. Une bonne partie du contenu a été traduit là, soit d'une langue vers l'autre, peu importe quelle était la langue originale de l'artiste. Alors voilà, je cède la parole à Marik. Bah oui, merci Marco. Puis pour rajouter aussi à ARIA et puis pour amener ça aussi sur le volet plus spécifique qu'on a mené à la Société des Arts Technologiques, à la SAT. Comme disait Marco, ARIA, c'était vraiment basé sur une approche terrain. Donc, côté chantier IA, c'était vraiment le volet terrain pratique, artistes qui utilisent des outils. D'ailleurs, les artistes avec lesquels on travaillait ou avec lesquels les équipes de Sportball ont travaillé étaient tous et toutes
assez intéressés ou avaient une volonté de tester les outils. Donc, de base, il y avait quand même une forme de littératie qui existait, une forme de contact aussi existante avec la technologie de manière générale. On s'adressait aussi à des artistes numériques. Comme Marco disait, il y a eu aussi l'exploration avec d'autres pratiques. Donc ça, c'était intéressant. Et nous, on l'a pris aussi sous un autre volet. Puis là-dessus, Philippe a beaucoup participé avec le Meta Creation Lab, entre autres, des personnes de Mutech aussi, à essayer de comprendre aussi comment l'écosystème plus large de la culture, pas uniquement les artistes, mais aussi les organismes culturels, aussi le milieu de la recherche, s'approprie aussi et s'interroge autour de ces questions, souvent malheureusement chacun de leur côté. Et donc là, c'était un petit peu l'idée de regrouper tous ces gens-là autour d'une consultation. Donc chacun a sa méthode pour faire des consultations. Le gouvernement fédéral on a eu une, j'imagine vous l'avez peut-être vu passer ou pas, mais en tout cas, nous, notre méthode, elle était ancrée dans le terrain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu différents symposiums qui ont eu lieu à la SAD pour réunir des artistes, des chercheurs, des développeurs et des organismes culturels pour explorer quels sont les différents problèmes auxquels ces différents groupes d'acteurs font face, quelles sont les solutions qu'ils envisagent ou qu'ils aimeraient voir exister, et puis quel impact ces solutions pourraient avoir. Et entre autres, on a exploré ça autour de différents concepts. Ça a permis de faire émerger différents concepts, notamment l'idée de bien commun face à l'intelligence artificielle, face à l'intelligence artificielle aussi de la Silicon Valley. Donc ça, il y a eu donc des panels de discussion. On a fait également des groupes de travail pour lier les différentes disciplines entre elles, réfléchir sur comment une thématique est vue différemment selon d'où l'on vient, de nos champs d'expertise, etc. Donc, on a parlé comme des thèmes autour de l'accessibilité, de l'éducation, des données, des outils, des infrastructures, des pratiques artistiques, etc. L'idée, c'était donc de pouvoir faire émerger des thématiques, des solutions. C'était pas uniquement des solutions qu'on voulait voilà, abstraites en dehors de la pratique. Donc, l'idée, c'était, et puis le fait d'avoir accès aussi à Chantier IA, c'était très pratique pour ça, d'avoir des artistes qui pouvaient nous faire ce qu'on a appelé des provocations artistiques, dans l'idée d'avoir des artistes qui nous présentent des cas d'usage spécifiques, donc qui viennent nous parler de quels ont été voilà, les problèmes rencontrés, etc. Donc, on a eu Marie-Ève Levasseur, qu'on voit ici. On a eu aussi Portrait XO, Gadi Sassoon, Marion Schneider, différents collectifs aussi d'artistes qui venaient un petit peu nous rappeler les difficultés actuelles de travailler avec l'IA de manière créative et donc pouvoir faire un pont, si on veut, avec les idées, des thématiques, etc. et la réalité des artistes. On a fait ce pont en mettant des affiches par terre, en fait, pour voir justement de haut qu'est-ce qui était à la base, qui était on the ground. Donc, on a envisagé collectivement, à partir de ces thématiques explorées, des projets concrets pour améliorer bon, la résilience du milieu par rapport aux enjeux d'accessibilité, par exemple, ou la formation, etc. Donc, l'idée, c'était de se dire, OK, quelle proposition de projet on peut faire pour répondre à ces enjeux-là soulevés. Et puis enfin, bon, l'idée, c'était de montrer aussi l'existant. Donc là, entre autres, c'était encore une fois très, très bien d'avoir Philippe et son équipe pour présenter des outils et pour pouvoir finalement avoir cette activité aussi de réseautage et de montrer les alternatives. Donc, c'est pas juste parler de ce qui est possible de faire, mais c'est aussi montrer l'existant et puis comment on peut bâtir à travers ça. Donc au début, ça s'est fait en vase clos pour aussi faire une distinction entre industrie créative et création. Je pense qu'il y a aussi certaines valeurs qu'on tenait à garder en termes de soutenir les artistes et pas uniquement les industries créatives, mais en même temps, c'était pas à vocation de rester fermé. L'idée, c'est d'ouvrir ça à la communauté et donc d'aller vers des communs. Donc tout à l'heure, je parlais des communs et puis là, je repasserai la POC à Marco pour justement expliquer peut-être un petit peu c'est quoi un bien commun. Donc, je vais essayer de simplifier assez
parce qu'il nous reste quand même peu de temps, là. Donc, si on pense à un commun, c'est un espace, on va l'utiliser comme ça, ou un bien dont la gestion est partagée par une communauté. Donc, c'est une communauté qui décide de gérer et de partager l'usage puis les bénéfices du bien. On le simplifie comme ça, puis je vais vous donner 2 exemples. Il y a l'exemple, par exemple, de Wikipédia puis de Wikimedia. Donc, tout cet univers de Wiki-là, c'est un commun numérique. Donc, c'est une communauté qui en prend soin, c'est une communauté qui le valorise, c'est une communauté qui le protège, et c'est une communauté qui s'assure de sa survie, de son fonctionnement, etc. Et puis, les communs numériques, ça existe depuis vraiment longtemps. Pour donner une idée, un des logiciels qui maintient les serveurs web, Apache, c'est un logiciel open source. Ça compte pour à peu près 30% des sites sur Internet qui sont hébergés sur des serveurs Apache. Ces serveurs-là, ce logiciel-là est maintenu par une communauté. C'est un logiciel open source. Donc, on sait que des communs numériques, ça existe déjà, ça fonctionne déjà, et qu'il y a des exemples qui sont aussi commercialement viables de ces communs numériques-là. Et donc, c'est une option qu'on devait envisager. C'est une option aussi qui avait été mentionnée par énormément de chercheurs et d'artistes qui travaillaient avec nous au cours des symposiums. C'est ça. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à comment on peut mettre en commun ce fameux concept pour pas juste le laisser dans les airs et puis le faire asseoir dans des projets concrets. Je te parlais tout à l'heure, voilà, donc en résumé, par rapport à ce qui est ressorti de ces consultations, et puis vous pouvez le retrouver plus en détail dans le rapport. On a un lien QR code plus loin. Mais donc je parlais d'enjeux, de projets et d'impact. Donc simplement, voilà, pour dire concrètement ce qui est ressorti de ce projet. Donc, un certain nombre de problèmes. Alors, Philippe en a déjà mentionné quelques-uns. Le fait qu'on a des modèles qui sont fermés. Et donc, quand on veut avoir l'accès à aller plus loin de juste l'utilisation de l'interface de ChatGPT, par exemple, c'est complexe. Ça demande d'avoir des compétences de code, etc., bien qu'il y a des outils qui existent comme Autolume, par exemple. Il y a aussi une grande méfiance des artistes, puis de la population de manière générale. Je pense que c'est un enjeu aussi de pouvoir utiliser les outils, puis d'avoir confiance en ces outils, d'autant que quand on voit l'actualité et puis les différents deals qui sont signés par ces compagnies états-uniennes, ça amène pas forcément à résoudre cette affaire. Mais donc au niveau des modèles, au niveau des données également, donc on a des données qui sont principalement anglophones, qui sont biaisées, comme Philippe le mentionnait plus tôt. Il y avait les questions des copyrights, et puis il y avait aussi la question des modèles de revenus. Donc comment on s'assure que les artistes qui utilisent l'IA ont aussi accès à une part du gâteau. Et puis, un dernier élément qui est sorti aussi en termes de problème, c'était cette question d'avoir accès à de la capacité de calcul. Parce que c'est bien beau de vouloir entraîner ces modèles, même s'il y a des modèles qui sont de plus en plus petits, ça reste qu'on est encore dépendant d'infrastructures. Et puis, que ce soit côté chantier IA ou côté SAT, quand on travaille à accompagner des artistes, s'il veut réentraîner son modèle, ça va peut-être bloquer une machine pendant une semaine, et donc on va pas pouvoir s'en occuper. Et puis si on a 2 artistes qui sont là, là d'un coup, si on n'a qu'un seul ordi, ça prend minimalement 2 semaines, et quand on a des résidences qui font que quelques jours, c'est un problème. Donc voilà, des problèmes, mais pas que des problèmes, des solutions également. Et donc, c'est là où, à la fin du projet, on a identifié une vingtaine de projets potentiels, et 3 qui seraient les plus prioritaires selon nous et qui formaient la base de la suite de Aria, que sont des accompagnements d'artistes via des formations, donc des écoles d'été, entre autres, pour essayer de faire des maillages justement entre les milieux académiques qui formulent des problématiques et les milieux de pratique qui proposent des solutions, pour résumer. L'élaboration de petits modèles, donc qui permettent d'avoir plus de contrôle sur les outils, et puis aussi que ça puisse fonctionner en local, donc moins de dépendance au cloud, et puis un plus gros contrôle de où est-ce que vont les données. Et puis le dernier, un projet pilote sur lequel on travaille activement,
qui est de développer des infrastructures de calcul partagées, un peu à la manière dont Internet au début a été pensé pour connecter différentes universités. Là, ce serait pouvoir connecter différents centres culturels entre eux. Donc, je mentionnais l'exemple de Chantier IA qui a un ordi. Si nous, on a également un ordi à la SAT, comment faire en sorte que s'il y a deux artistes à Sporobol qui ont besoin d'un ordi, ils puissent accéder à distance au nôtre dans un réseau d'organismes culturels qui s'assurerait de protéger les données puisque ça resterait dans un même écosystème et puis qui permettrait potentiellement d'alimenter une base de données qui soit francophone, qui soit souveraine, etc. Donc, différents enjeux qu'on peut voir aussi dans les discours politiques, mais qui ont voilà, une réelle portée et puis un réel impact auprès des communautés artistiques que l'on dessert. Donc, on a un ensemble de recommandations. J'en ai déjà cité quelques-unes. Est-ce que Marc-Olivier, j'en oublie? Je pense que considérant le temps, on devrait passer à la suivante. Juste pour synthétiser ça un peu, on s'est rendu compte qu'on a un problème de Silicon Valley, mais qu'on n'a pas vraiment un problème de technologie. Donc, c'est pas que la technologie en elle-même est problématique, mais c'est que le mode de financement et le mode commercial adopté par la Silicon Valley pour nous fourrer des systèmes dans la gueule dont on ne peut pas se débarrasser après, c'est un modèle commercial qui existe quand même depuis très longtemps aux États-Unis. Puis c'est le même modèle qui a été utilisé pour les médias sociaux, puis qui a été utilisé avant ça dans les OS, puis dans les navigateurs Internet. On est pris avec Silicon Valley. Puis on croit fermement qu'on doit se débarrasser ou du moins limiter notre exposition à ces modèles-là puis à ces entreprises-là. Et pour ce faire, ce qu'on propose comme vision du futur, c'est ce qu'on a proposé au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à différents gouvernements, c'est d'investir dans des laboratoires d'IA qui sont des espaces d'expérimentation, d'apprentissage, des endroits où les praticiens peuvent se rencontrer puis pouvoir discuter puis mener des projets. D'investir dans l'établissement de fiducie données. On est chanceux, on a des leaders au Québec. Culturepédia nous représente à ce niveau-là. C'est des répertoires qui sont gérés par la communauté. C'est vraiment important. Ça protège nos données dans le sens où ça nous permet de les valoriser. Marie parlait de l'infrastructure de calcul, l'importance de pouvoir avoir accès à ces ordinateurs-là qui coûtent quand même très cher. Et surtout de pouvoir former artistes, travailleurs culturels, gestionnaires culturels aux meilleures pratiques et puis aux alternatives qu'on peut proposer face à l'IA de la Silicon Valley. Tout ça dans une perspective d'open source. Donc, voilà. Wow. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On peut les applaudir. Je pense que c'est un projet qui a le mérite d'être applaudi. Wow. Merci. C'est exactement le genre de projet dont notre écosystème a besoin, j'ai l'impression, justement, quand on parle de souveraineté, puis fait que c'est des beaux exemples très inspirants. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Avant tout ça, je me demandais, est-ce qu'il y avait des questions peut-être pour Marc-Olivier, Marek? Ah, je vois que Sven s'approche. Allez, Sven, on t'écoute. Salut à vous. Merci beaucoup pour les présentations. C'était tellement dense. On aimerait en avoir peut-être avoir plus de temps encore là. Puis c'est sûr qu'on se suit depuis un moment. Pas tant question que si en fait petite question par rapport justement au financement de ce que je comprends pour le projet ARIA. Donc ça a été financé par le Calque, par une enveloppe discrétionnaire. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez provoqué comme vraiment comme une réflexion au Calque d'aller de l'avant avec un projet vraiment très, très large qui va de la création jusqu'à la documentation, enfin la mise en commun, etc. Et puis bon, donc je sais qu'il y avait une prochaine phase qui était prévue. Vous en aviez parlé lors du symposium l'été dernier à la SAT. Je voulais savoir où est-ce que vous étiez rendu par rapport à ça. C'est quoi les signaux, ces blocages, et comment parce que vous citiez Culturepédia, on est aussi en mode réflexion consortium, etc., etc.
Donc bref, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et nous aussi, on voit bien certaines limites en termes de financement et des vents contraires auxquels on va faire face là dans les mois et voire peut-être même une couple d'années. Et c'est quoi votre sentiment par rapport à ça, les signaux que vous avez reçus par rapport à toutes les démarches que vous faites en coulisses depuis un moment là? Vous en êtes où avec cet effort-là? Bah, peut-être juste pour commencer, puis après Marco, tu peux y aller, mais je me disais tu sais, pour les projets que je présentais, c'est au niveau de la gouvernance où je dirais que ça bloque, mais au niveau des cas spécifiques, on n'a pas le choix de continuer parce que c'est des demandes qui nous viennent du milieu et qui nous impactent, tu sais, pas quotidiennement, mais à chaque accompagnement d'artiste, le fait de ne pas avoir accès à des modèles, de ne pas avoir accès à des machines, de ne pas avoir accès à de la formation, c'est des enjeux. Donc là-dessus, nous, on continue à faire des dépôts pour développer des projets pilotes sur des choses spécifiques. Mais après, c'est Ouais, peut-être plus au niveau de la phase 2 plus générale où, là, Marco, je peux te laisser Ouais, y aller. c'est exactement ce que Marek dit, hein, c'est la mobilisation sur le terrain est là, les organismes sont là, les artistes sont là, comme même si c'est critique ou même si c'est en faveur, tu sais, peu importe la position, il y a quand même l'intérêt de creuser. Par contre, au niveau des gouvernements, ben là, c'est ça. Il y a des changements de gouvernement au Québec qui s'en viennent. C'est un peu la pagaille politique. Je pense que ça ne bougera pas beaucoup de ce côté-là. On a fait énormément de demandes. On a essayé de parler avec des interlocuteurs. On a un ministre de l'IA au Canada, ministre qui ne nous a jamais répondu. Plusieurs d'entre nous sont passés en comité parlementaire. On a parlé à des députés. On s'est fait revirer de bord par des questions niaiseuses de la part des conservateurs. Ça a joué quand même rough aussi de ce côté-là. Puis on voit qu'il n'y a pas d'adhésion à des modèles différents que ceux qui sont proposés par les industries. Donc, on a un gouvernement qui est complaisant envers l'industrie, qui base toute sa stratégie sur l'IA envers les liens avec les fournisseurs de services. Il y a 2,4 milliards qui ont été annoncés en investissement d'infrastructure. Il y a 0,0% de ce montant qui va être alloué à la culture. Voilà. ouais, c'est drôle parce que ça fait exactement écho. On était passé aussi en comité parlementaire à PCH. Puis c'était clairement ce qu'on avait mis, le 2,4 milliards d'investis dans le privé, absolument pas pour la société civile, encore moins pour la culture. Et d'ailleurs, le comité, je sais plus c'est quoi le terme exact, autour du ministre Solomon, il n'y a personne de la culture. Enfin, donc c'est sûr qu'il peut pas y avoir. Donc nous, il faut constamment qu'on vienne amener cette lentille-là. Bah écoute, je vais essayer de rapper ça, puis essayer d'avoir un petit tremplin d'espoir. Puis je fais aussi un clin d'œil à Philippe, parce qu'on va se voir à Banff lors du le Et moi aussi, premier sommet. Ah oui, toi aussi, Marek? Ah super. on sera là. Donc premier sommet national sur l'IA et la culture, alors qu'on sait que la stratégie, elle est déjà presque imprimée et prête à sortir. Mais bon, c'est comme le dernier baroud d'honneur de continuer d'alimenter en fait la réflexion. Puis ça rejoint ce qu'on avait fait le mois dernier avec Stéphanie Hainaut et Marie-Julie Desrochers, donc de l'ANEL et de la CEDEC, sur le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Mais là, avec le volet qu'on présente aujourd'hui, c'est aussi cette stratégie, nous, d'arriver dans ce genre de grand événement où de tous les moments politiques, toutes les occasions pour essayer de faire passer le message. J'ai l'impression que c'est David contre Goliath. Mais je veux dire, faut qu'on continue de taper sur le clou, quoi. Donc voilà, on reste aligné. Mais je pense qu'ici, il faut continuer à travailler de façon grassroots. Il faut continuer de rassembler les organisations ensemble, de se parler, d'avoir des moments de discussion, de vraiment consolider ce qu'on peut sans l'argent de grands bailleurs de fonds, là, mais vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, nous, pour le milieu de la culture, puis comment on s'arrange pour l'avoir. Puis ça se fait par nous, par nos efforts. Qui sont complexes. Puis peut-être qu'on peut refuser le rythme de développement de l'IA de la Silicon Valley, puis développer notre usage ou nos usages de l'IA en culture par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Wow! Moi, j'ai envie Merci beaucoup à d'applaudir vous. ça. Ouais, c'est un message très inspirant. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois, Philippe, Marek, Marc-Olivier. Merci beaucoup. Des belles initiatives inspirantes. Puis
J'espère que vous, cher public, cette discussion-là vous aura encouragé justement peut-être à utiliser les différents outils d'intelligence artificielle pour vos créations artistiques. Puis, suivez-nous pour notre prochain rendez-vous complètement TADA, en fait, qui va avoir lieu le 2 avril prochain, où on va pouvoir vous présenter les avancées de Culturepédia, qui justement travaille également avec l'intelligence artificielle. Donc, un autre rendez-vous autour de cette même thématique à ne pas manquer. Je vous remercie encore une fois, puis je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. À très bientôt. Merci à toi, Merci à Jessie vous. et Joanie pour l'accueil. Bravo pour ça, c'est génial.